En fait, là, je me suis dit, je vais devenir psychologue pour les gens qui sont en prison. Évidemment, pendant ma thérapie, j'ai compris que cette envie-là, c'était moi qui étais en prison. Et puis, je crois que la justice a atteint des niveaux de défaillance qui sont tellement... la plainte va être classée sans suite, parce que on va pas nous croire, parce qu'on va nous suspecter. Donc, si en plus on doit faire l'économie de la justice pour se reconstruire, je pense que c'est extrêmement important d'en parler dans l'espace public et qu'on peut pas dire aux victimes, circulez, il n'y a rien à voir, vous allez régler ça chez le psy. La victime, elle rentre chez elle et elle fait un emprunt à la banque pour se payer une psychothérapie parce qu'il n'y a plus de place dans les services de psychiatrie. La victime, elle est une deuxième fois abandonnée à elle-même en fait. Mais elle est victime du système. C'est horrible. Bonjour Marie-Estelle, merci beaucoup d'avoir accepté notre entretien sur le podcast Éclat de femme. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as accepté de parler, de prendre la parole aujourd'hui, en tout cas sur ce podcast? Bonjour Claire, merci de ton invitation. Eh bien, j'ai accepté parce que nous nous étions rencontrés au moment où ce drame t'est arrivé et j'avais été bouleversée par ton histoire et ton courage. J'avais trouvé que tu t'étais faite vraiment la voix de toutes les femmes qui n'osent pas parler et dont la souffrance reste muette. Et donc, j'avais envie de participer à ton projet et puis aussi, si mes compétences de psychologue peuvent apporter quelque chose, mettre cela au service des femmes qui ont pu traverser ces expériences d'agression sexuelle. Super, merci. Est-ce que peut-être tu peux nous rappeler un petit peu ton parcours justement, depuis combien de temps est-ce que tu es psychologue pour que les gens se remettent un peu en contexte justement qui tu es? Bien sûr. Alors moi j'ai été diplômée de l'école des psychologues praticiens en 2006 et puis j'ai eu un master de psychopathologie clinique et ensuite j'ai eu un DU de neuropsychologie des démences à Paris 5 qui me permettait d'avoir vraiment des connaissances sur le cerveau. Donc j'ai travaillé à l'hôpital en recherche en psychiatrie et puis je me suis installée assez rapidement en libéral et donc ça fait 18 ans que j'ai mon cabinet en libéral où je reçois des patients de tous horizons et de tous âges. Je reçois beaucoup de victimes d'agressions sexuelles et de victimes d'inceste, mais en libéral on reçoit toutes les pathologies et toutes les sortes de traumatismes. Et puis, à côté, j'ai une activité d'écriture. Donc, j'ai publié l'année dernière mon 5e livre qui s'appelle « Être parent en temps de crise » et qui est à la fois un essai politique sur la société actuelle et un ouvrage psychologique pour aider les parents. Et puis, je dirige une collection chez Albin Michel. Donc, on est en train de préparer une nouvelle collection dans le domaine de la psychologie qui va sortir en 2025. Eh ben, bravo. En plus de ça, on va reparler d'un de tes livres qui m'a beaucoup touchée, qui s'appelle L'Antimère, que tu as publié, du coup, c'était en 2022, c'est ça? Il est sorti chez Albin Michel en 2022, absolument. Ouais, exactement. Du coup, on va en reparler un petit peu plus tard, justement, dans nos questions. Il y a une question que j'aime bien poser à toutes mes invitées. Je leur demande à chaque fois quelles sont les 3 caractéristiques principales qui font éclat chez elles. Donc, qu'est-ce que sont les 3 caractéristiques chez toi? Alors, je pense que la première, qui n'était peut-être pas dominante quand j'étais jeune parce que je me protégeais, c'est mon hypersensibilité, qui est un atout quand on est thérapeute et quand on est maman, mais qui peut être parfois aussi difficile à gérer dans une société qui voit la sensibilité comme une fragilité. Le problème de l'hypersensibilité, c'est qu'on est extrêmement intuitif, mais qu'on n'écoute pas toujours ses intuitions. Et heureusement, à côté de ça, je suis caractérisée par la détermination. C'est-à-dire que quand j'ai quelque chose en tête, c'est assez difficile de me faire changer de chemin, même si ça me prend beaucoup de temps d'y arriver. Donc voilà, et peut-être que la 3e caractéristique aujourd'hui qui me définit finalement, c'est ma maternité, parce que je crois que mes fils m'ont vraiment permis de déterrer la douceur que j'avais mise de côté pour ne pas souffrir quand j'étais jeune au contact d'une famille dysfonctionnelle. Et en fait, j'ai pu épanouir cette partie de moi, cette partie douce, cette partie féminine, beaucoup plus à partir du moment où j'ai été maman. Donc pour moi, la maternité a soutenu la féminité, paradoxalement. Ok, je vois, oui, ça a permis de développer en tout cas et de... Je dis paradoxalement parce qu'aujourd'hui, souvent, on oppose la féminité et la maternité, mais vraiment chez moi, ça a été une révélation. Ok. Et on va en reparler un petit peu plus justement. Est-ce que tu peux nous raconter en 2 mots, en résumé, l'histoire de ton livre L'Antimère? Oui, bien sûr. Alors en fait, l'idée de ce livre est venue par une amie qui travaillait dans l'édition et qui m'a dit « mais tu devrais raconter ton histoire avec ta mère parce que comme tu es psychologue, tu aurais ici des clés de décryptage ». L'Antimère, en fait, c'est un livre qui vient lever un tabou. C'est l'idée que toutes les génitrices ne sont pas des mères
et que parfois une mère peut haïr sa fille au motif que c'est une fille et entrer avec elle dans un jeu très malsain de jalousie et de rivalité. Où finalement les places sont inversées parce que normalement la petite fille s'identifie à sa mère et lui envie des traits et qui l'inspirent pour devenir femme. Et en réalité, ma mère m'a vue vraiment comme le loup dans la bergerie et dès ma naissance, elle me néglige, elle me maltraite, elle m'humilie. Et donc, je vais avoir toute une enfance et une adolescence qui sera rythmée par les maltraitances extrêmement violentes de cette mère, avec toute la loyauté que j'ai, tout l'amour que j'ai pour elle. Et donc, ce cheminement, cette reconstruction ont été longs, mais ce livre, c'était vraiment un livre pour et pas un livre contre. C'était vraiment donner de l'espoir, dire aux patientes qui ont vécu ça, c'est pas parce qu'on n'a pas reçu qu'on peut pas donner un jour et qu'on peut pas se donner de l'amour. Alors oui, vous allez passer par le déni, par la colère, par le chagrin, mais un jour vous pouvez faire la paix avec vous-même et puis surtout vous pouvez faire la paix avec la maternité. Donc voilà, donc c'est un livre qui se veut très porteur d'espoir, même s'il y a évidemment des passages qui sont difficiles parce que y a malheureusement beaucoup de souvenirs difficiles. C'est difficile en soi. Donc oui. Justement, comment est-ce que tu as pris conscience que tu étais maltraitée? À quel moment de ta vie, de ta période? En tout cas, tu racontes dans ton livre que c'est environ à l'âge de 17 ans. Est-ce que tu t'en rendais compte déjà avant ou... Alors en fait, paradoxalement, j'ai vu très très tôt que ma mère dysfonctionnait complètement parce que très tôt, je me suis dit il faut que je la sauve et il faut pas que je devienne comme elle. Et c'est quelque chose qui a été extrêmement clair dans mon esprit de tout petit enfant. Donc je voyais que ça ne fonctionnait pas. C'était difficile de ne pas le voir, mais souvent les enfants maltraités pensent que c'est comme ça partout. Moi, j'ai eu ce sentiment que quelque chose n'était pas normal. Sans doute, on y reviendra parce que j'avais quand même une grand-mère paternelle qui était tellement aimante que j'avais un élément de comparaison. Mais je mettais ça sur le dos de la maladie. Je pensais que ma mère était malade, je pensais que mon père ne l'aimait pas assez, qu'elle souffrait, qu'il fallait que je la sauve. Donc j'ai mis énormément de temps à arriver à la prise de conscience qu'en fait elle ne m'aimait pas, c'était intentionnel, elle n'avait pas l'excuse d'une maladie psychiatrique. Je connais beaucoup de mères qui sont en dépression par exemple et qui ne maltraitent pas leur enfant. Elles se sentent en difficulté et elles consultent. Mais donc à 17 ans, j'ai rencontré mon premier amour et le contact avec sa famille qui était aimante a été à la fois une gifle et une porte de sortie parce que j'ai vu ce que c'était qu'une famille aimante. Donc j'ai compris qu'il y avait de la maltraitance et puis surtout à cet âge-là, je voulais déjà être psychologue, donc j'ai franchi la porte du cabinet d'un thérapeute qui a mis des mots, qui m'a dit mais c'est de la maltraitance. Vous êtes dans le syndrome de Stockholm, vous aimez le bourreau, vous voulez pas voir que c'est de la maltraitance, vous êtes dans le déni, mais c'est de la maltraitance. Donc petit à petit, ça a fait son chemin avec plusieurs étapes et puis à chaque fois que je traversais une épreuve, ma mère me trahissait en fait dès que j'étais à terre, j'avais des coups de pied. Donc il y a eu quand même un jour où j'étais déjà maman, où j'ai compris que elle me détestait, qu'elle me voulait vraiment du mal, qu'elle voulait me nuire et que c'était pas récupérable. C'est-à-dire que moi j'avais pardonné et ça continuait, donc il y avait pas de il y avait pas de rédemption possible et que la seule possibilité pour me reconstruire complètement psychiquement, c'était de lâcher en fait et de couper les ponts. Voilà, donc ça s'est fait quand même très progressivement et donc c'est ce que je dis dans le livre. Vous inquiétez pas, si la thérapie est longue, c'est aussi parce que il faut pouvoir encaisser l'idée que notre mère nous déteste. C'est contre nature et puis c'est très violent. Et pour une petite fille, le fait que sa mère soit jalouse d'elle, c'est la pire des trahisons. On imagine que notre maman va nous apprendre à nous coiffer, à nous habiller, nous donner des clés quand on sort pour se protéger, pour être à l'aise avec les autres, pour se protéger de l'agressivité de nos pères, etc. Et moi, j'étais absolument pas outillée en fait face à la vie. J'échappais en permanence au harcèlement et aux persécutions de ma mère. Donc j'ai construit ma féminité toute seule. Mais avec l'aide de la thérapie, des études de psychologie, de l'amour, de l'amitié. Et même, je suppose la relation aussi que tu as dû avoir avec les hommes, même ta vision des hommes était totalement différente d'une petite fille qui a une relation avec sa mère qui est totalement bien construite, je suppose. Il y avait deux choses. Il y avait d'abord le discours de ma mère qui était que tous les hommes étaient des salauds et des manipulateurs. Donc elle avait énormément dégradé le lien avec les hommes de ma famille et dans le but évidemment de m'isoler. Donc moi j'avais une image assez floue de ce qu'était un homme parce que finalement mon père et mes frères étaient assez absents.
Et puis, je voyais tellement ma mère être abominable avec mon père que je me disais, si plus tard je suis en couple, je dois rendre mon partenaire heureux. Donc en fait, j'étais rentrée dans l'idée que soit je devais compter que sur moi et me débrouiller complètement toute seule, soit si j'étais en couple, je devais être entièrement au service du bonheur de l'autre. Et donc je suis rentrée dans le couple en ne sachant pas du tout comment on demande, comment on exprime ses besoins, comment c'était extrêmement inconnu pour moi finalement, alors qu'il y avait quand même beaucoup d'hommes dans ma famille. C'était quelque chose de complètement nouveau de devoir formuler des demandes, etc. Donc j'ai eu la chance de tomber sur un homme qui était pas violent et qui m'aimait, mais j'aurais pu à ce moment-là tomber sur un homme finalement très abusif, et heureusement ça n'a pas été le cas. Donc mais j'avais cette image que en fait les hommes c'est comme des petits enfants qu'il faut distraire et qu'il faut surtout pas déranger, et dont il ne faut rien attendre, parce que je crois que j'étais totalement désespérée d'avoir passé cette enfance avec elle et que aucun des hommes de ma famille n'ait volé à mon secours. Donc je ne croyais pas en eux en fait, c'était pas conscient, mais je croyais pas dans l'idée qu'un homme pouvait être protecteur. Oui, et du coup après accorder même ta confiance, je suppose, à ton premier amour, en fait, de ce que tu racontes, ça a dû être vraiment très très long et très dur, mais... Alors je pense qu'il s'y est bien pris avec moi et qu'il a su être patient, et qu'il a su accepter que moi ça allait me prendre des années pour m'engager, mais finalement on a passé 15 ans ensemble et on a eu un enfant, et même si on n'était peut-être pas fait pour être mari et femme toute notre vie, il y a un grand respect qui est resté après la séparation, et on a su rester une équipe parentale, même si voilà, de toute évidence, on n'était pas fait pour vieillir ensemble en tant que amoureux. Et du coup, c'est à ce moment-là, tu penses que tu t'es rendu compte que tu étais en dépression au moment où tu as rencontré cet homme, ce premier amour, quand tu avais 17 ans ou... Alors non, j'étais pas du tout en dépression quand je l'ai rencontré, parce que j'étais dans une forme de posture du bon petit soldat et de guerrière. J'avais 17 ans, j'étais encore très loyale à ma mère. Je pensais que si j'allais toujours bien et que j'étais parfaite et que je réussissais très bien à l'école, les choses allaient bien se passer. Donc j'étais encore dans mes mécanismes de défense de petit robot qui fait tout bien pour pas se faire taper dessus. Et j'ai pas eu de symptômes cliniques d'une dépression au sens où on l'imagine avec des pleurs, une envie de pas se lever le matin, etc., etc. J'ai plutôt eu un profil assez proactif pour sans doute me protéger un certain temps de l'effondrement. Mais la dépression, elle était blanche, c'est-à-dire qu'elle se manifestait par le fait que j'avais une image de moi qui était absolument désastreuse. Je ne connaissais pas mes limites, j'étais incapable d'identifier mes besoins physiologiques, je dormais très peu, j'étais persuadée d'être nulle. D'ailleurs, ça exaspérait mon mari, parce que quand je passais un examen, je sortais toujours en étant persuadée d'avoir raté, et puis j'avais toujours des bonnes notes parce que j'avais surcompensé dans le travail l'idée que j'étais nulle. Et donc c'était plutôt une dépression qui se manifestait par cette image désastreuse de moi et une image assez désastreuse du monde autour de moi. Donc ça s'est reconstruit beaucoup avec la thérapie et les études de psychologie. Et puis comme j'ai beaucoup investi la sphère intellectuelle à ce moment-là, et puis mon cabinet ensuite en libéral, le fait d'arriver à aider d'autres personnes m'a énormément renforcée dans ma confiance en moi. Bon, et puis après, il y a eu l'étape de la maternité qui a été une étape clé. Oui, qui a permis aussi de pouvoir te retrouver vraiment en tant que femme. Et à quel moment vraiment tu as décidé de devenir psychologue? Enfin, c'était vraiment à l'âge de 17 ans où tu t'es dit OK, ou alors c'était encore avant Ah non, c'était avant, j'étais en 6e. En fait, l'année de ma 6e, ma mère a particulièrement dégoupillé. Et en fait, là, je me suis dit, je vais devenir psychologue pour les gens qui sont en prison. Évidemment, pendant ma thérapie, j'ai compris que cette envie-là, c'était moi qui étais en prison, symboliquement, et que je voulais me sauver. Je voulais me déculpabiliser d'avoir échoué à sauver ma mère, parce que j'ai eu longtemps ce sentiment que je n'étais bonne à rien et que j'avais pas pu la sauver de sa folie, jusqu'à ce que je comprenne qu'elle était perverse. Et puis, mais en même temps, je savais sans doute inconsciemment que dans la psychologie, j'allais trouver des clés, les clés qui allaient m'aider à me déculpabiliser et à ne pas devenir complètement folle, parce que je vivais dans un huis clos qui était d'une extrême violence, avec beaucoup d'isolement, beaucoup de chantage au suicide, beaucoup d'humiliation, beaucoup de mauvais traitements physiques, et donc en fait c'était soit je comprends ce qui s'est passé et je le dépasse, soit je deviens timbrée, quoi. Et là pour le coup je fais une dépression.
Tu dis dans ton livre que justement, tu as réussi à couper les ponts avec ta mère. Alors en fait, j'ai coupé les ponts définitivement avec ma mère à la suite d'une méningite où j'ai failli mourir. Parce que le déni, c'est quelque chose dont on sort progressivement. On sort pas du jour au lendemain du déni, parce que sinon c'est trop violent et on s'effondre. Et donc je pense que j'avais gardé un infinitésimal espoir que peut-être ça changerait. Et puis quand je suis sortie de l'hôpital, mon fils aîné avait 3 ans. Et ma mère a fait quelque chose qui m'a donné les clés un peu de ma liberté, c'est-à-dire qu'elle a fait un pocket call. Elle croyait que... Elle a pas fait attention et en fait, j'ai décroché et elle était en train de parler à quelqu'un et elle était en train de dire que j'avais fait exprès de tomber malade et que tout ça, c'était du cinéma pour pas m'occuper de mon fils aîné. Donc évidemment, quand on connaît un peu les relations que j'ai avec mes enfants, c'est assez drôle. Et puis c'est assez absurde parce qu'on peut simuler un mal de ventre, c'est compliqué de simuler une méningite. Oui. Et donc à ce moment-là, je me suis dit bon, voilà, t'as failli crever, tu sors de l'hôpital, tu tiens à peine debout. Sincèrement, ton énergie, elle est pour ton fils. Et je crois que ces gens-là, c'est plus la peine de perdre son temps parce que tout ce que tu leur donnes, c'est quelque chose que tu retires à ton enfant. Donc finalement, l'appui de la maternité et mon désir d'être une maman qui était pas une maman en miettes, ça a déclenché chez moi un rebond. Même pas de la colère, mais en fait la possibilité de trancher net et de dire il y a les combats qui en valent la peine et il y a les combats qui sont perdus d'avance. Il faut arrêter d'avoir peur de passer pour la méchante de l'histoire, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que mon fils est une maman qui va bien. Donc voilà. Après, pardonner, c'est possible quand la personne à qui vous devez pardonner reconnaît ce qu'elle a fait. Quand elle le reconnaît pas et qu'elle persiste, la question du pardon se pose moins sur le plan émotionnel. En revanche, c'est important de pas rester pollué par des émotions telles que la colère, etc. Mais je dis toujours à mes patients, aujourd'hui, vous êtes dans un incendie de colère et c'est complètement normal et c'est une étape indispensable parce que c'est l'étape qui vous permet de pas vous effondrer. En revanche, vous inquiétez pas, il y a un jour où en fait ce sera neutre, vous serez dans une position neutre et aujourd'hui je suis dans une position neutre vis-à-vis de ma mère, c'est-à-dire que je la vois pas, mais en fait je lui souhaite pas de mal. À la limite, je la plains d'avoir autant bousillé sa relation avec ses enfants. Donc voilà, elle a fait ses choix. Moi, je suis une mère qui fait d'autres choix avec mes enfants. J'ai envie de vous dire, ça ne me concerne plus. Donc, elle continue à médire, à maudire, à essayer de me nuire comme elle peut. Si ça l'amuse et qu'elle a que ça dans sa vie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas mon problème, en fait, ça la regarde. Donc, voilà. Mon père et mes frères... moi, j'ai fait le choix de pardonner à mon père parce que je sais parfaitement qui il est, ce dont il est capable, ce dont il n'est pas capable. Je mesure parfaitement sa lâcheté, son déni, sa dureté aussi à mon endroit. Mais je suis plus à l'aise avec le fait que je lui dirai au revoir à la fin de sa vie et que mes fils le voient de temps en temps et que je le vois. Et j'en ai la capacité. C'est-à-dire qu'il faut pas le faire si on n'est pas solide. Si vous mettez 3 semaines à vous en remettre, il faut pas voir les gens. Aujourd'hui, je le vois, ça ne me met pas dans tous mes états, je suis tranquille, je prends et je donne ce que je peux prendre et donner, bien qu'il soit encore beaucoup une victime consentante sous emprise de ma mère. Voilà, je l'ai désidéalisé, je le prends comme il est. Je n'attends rien de lui. Et quand il sort une énormité, je repositionne la réalité, voilà, simplement, avec fermeté, et je passe à autre chose. Parce que je crois que là, faire le choix du pardon, j'en avais besoin finalement. J'avais besoin de pardonner à cet homme, de jamais avoir mis de limite à la femme qui maltraitait son enfant. Mais je crois que ma mère ne lui a jamais pardonné de m'aimer. En fait, elle a pas supporté l'idée que mon père puisse m'accorder de l'attention. Donc, il s'est soumis à ça, c'est son choix. Voilà, ça a fait beaucoup de dégâts. J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Ça a beaucoup dégradé l'image que j'avais de moi dans le couple. Mais maintenant, je m'en suis sortie toute seule avec mes petits bras et puis les gens que la vie a mis sur mon chemin. Donc voilà, c'est comme ça. Okay. En tout cas, ton livre est vraiment, je trouve, un message d'espoir et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, en tout cas, qui s'identifient. Je suppose que tu as dû recevoir énormément de messages. Alors, j'en ai des frissons quand j'en parle parce que, évidemment, ça a été des montagnes de culpabilité de publier ce livre. Et vraiment, la réception de ce livre a été
incroyable. C'est-à-dire, d'abord, il y a eu un premier cadeau. Il y a eu le moment où Albin Michel, qui était un éditeur sur lequel je fantasmais quand j'étais gamine, me dit on publie votre livre. Wow. Donc là, je me dis, mais en fait, cet échappatoire de je m'imagine un jour écrire, qui me permettait de survivre à ma mère, aujourd'hui, c'est ce même éditeur qui vient publier l'histoire avec ma mère. Donc il y a un truc incroyable. Et puis, ensuite, de me rendre compte que non, on va réimprimer le livre parce qu'en fait on en vend beaucoup plus que prévu, et que je reçois des centaines de messages. Là, il est sorti il y a 2 ans. Il se passe pas une semaine sans que j'ai pas ou des messages ou des lettres me disant mais merci parce que maintenant je comprends ma femme, merci parce que je comprends ce qui s'est passé dans la famille, merci parce que j'ai pu reprendre le chemin de la thérapie et mettre des mots et expliquer aux thérapeutes qui connaissaient pas mon histoire ce que j'ai vraiment vécu. Et donc de voir que j'ai pu faire ce travail d'alchimie, de transformer le plomb en or et de transformer ce qui m'avait tellement mutilé en quelque chose qui aide les autres. Je trouve ça incroyable en fait, et évidemment ça me touche particulièrement parce que ça a été un accouchement au forceps quand même, ce bouquin. Ouais, j'imagine. Enfin, moi je le vois justement parce que je suis également en train d'écrire mon livre et raconter juste l'événement traumatisant de ce que j'ai vécu, de le revivre. C'était un accouchement aussi, comme tu dis, tellement difficile, mais en fait une fois qu'on l'a fait, on se sent en soi soulagé aussi et on se dit ok, bon, peut-être que ça va pouvoir aider certaines personnes qui n'arrivent pas à poser des mots sur certaines situations. Puis même un livre, c'est tellement accessible, c'est beaucoup plus accessible d'aller acheter un livre, de le lire plutôt que d'aller parler même, et d'un point de vue financier aussi, aller consulter, etc. Enfin, c'est demande un travail énorme et juste un livre, je pense que ça peut changer énormément. Mais tous mes livres sont justement reposent sur l'idée que aller chez un thérapeute et faire une démarche introspective, c'est difficile, ça coûte très cher, ça prend du temps. Que tout le monde n'y a pas accès, que tous les thérapeutes ne sont pas bien formés à toutes les problématiques, donc on ne sait pas si celui qu'on va voir est compétent pour nous. C'est pas parce qu'il est très compétent pour une copine qu'il est compétent pour nous. Donc j'ai vraiment envie d'aller à la rencontre des gens avec mes livres et de leur donner déjà des clés pour qu'ils commencent à pouvoir bosser sur eux. Voilà. Et puis je leur souhaite de rencontrer un thérapeute qui les aide à être le passeur en fait, parce qu'on est des passeurs. On fait passer le patient d'une rive à l'autre après un trauma. Mais c'est vrai qu'écrire, je suis d'accord avec toi, c'est un moment, c'est comme une séance de MDR géante, il faut revivre les traumas et c'est extrêmement coûteux, on a des symptômes physiques, donc ça prend du temps. Totalement. Justement, on reparlera de MDR après. Peut-être on va passer à la deuxième partie justement de notre échange. Justement, je te sollicitais parce que tu as un profil psychologue. Quelle stratégie est-ce que tu recommanderais justement pour couper les liens avec des figures toxiques, familiales ou en dehors familiales? Qu'est-ce que tu penses qui sont les clés, on va dire, pour sortir de là? Alors en général, faut pas le faire d'un coup parce que si on le fait d'un coup, on se sent tellement coupable que quelques mois plus tard, on y retourne et rien n'a changé et on replonge. Je pense que le lien d'attachement qu'on a avec notre famille, il est naturel. On est des mammifères, hein, donc je veux dire, aimer ses parents, c'est normal. Hein, c'est de devoir pas les aimer pour survivre, hein, qui n'est pas normal. Donc d'abord, c'est ok que vous ayez du mal à le faire si c'est nécessaire. Ensuite, faut le faire par étapes. On peut déjà prendre des distances sans couper les ponts, c'est-à-dire commencer par sécuriser votre intimité, c'est-à-dire vous ne faites absolument aucune confidence. Vous ne leur dites pas quand ça va bien, vous ne leur dites pas quand ça va mal, et ils ne sont pas des numéros d'urgence pour vous, parce que quand vous allez mal, ces familles-là, ils ne vous font revivre que l'abandon, voire la trahison. Donc moi aujourd'hui, le numéro d'urgence sur le frigo, s'il y a un besoin quelconque, ce ne sont pas des membres de ma famille. Voilà, donc vous sécurisez votre intimité, vous vous confiez pas, et vous essayez d'apprendre à poser vos limites sans agressivité, et ça permet de tester si elles sont respectées. Si elles sont pas respectées, que vous avez essayé d'avoir des explications franches et que vous avez eu le droit à de la mauvaise foi et de la malhonnêteté intellectuelle et du déni et de l'évitement et de la fuite et de l'accusation, c'est-à-dire que quand vous dites je ressens ça, on vous dit mais tu n'as pas à ressentir ça. Donc on essaie de vous dicter comment vous devez ressentir les choses. Et ben vous ne vous livrez plus en pâture, vous êtes je dirais
standardiser dans vos échanges. Vous parlez de la pluie et du beau temps si vous voulez pas couper les ponts. Et puis, si les limites que vous posez, c'est-à-dire non, merci maman, mais c'est pas nécessaire que tu viennes t'installer à la maison après mon retour de la maternité, ne sont pas respectées, vous vous éloignez encore un peu plus. Alors, s'éloigner, c'est commencer par pas alimenter la relation. Vous appelez pas, vous écrivez pas, vous demandez rien, vous les sollicitez pas. Donc au bout d'un moment, vous allez avoir droit à un message qui vous culpabilise de ne pas donner de nouvelles. Bien sûr. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans le manège de la culpabilité. Et donc là, je pense que vous pouvez petit à petit ne plus répondre ou répondre en reposant vos limites. Et en général, au bout d'un certain temps, quand on répond pas, quand on peut pas éternellement se battre tout seul. Donc, si vous répondez plus, il y a beaucoup de gens qui vont lâcher. Et c'est pour ça que vous continuez à répondre. C'est parce que vous avez peur du moment où vous allez constater qu'en fait, si vous alimentez pas la relation, il n'y a pas de relation. Voilà. Donc, si vous rentrez pas dans le jeu du chantage et de la culpabilité, en fait, il se passe rien. Donc, soyez vous-même, posez vos limites. Si elles sont pas respectées, vous vous éloignez. Et le silence est une réponse. Oui. C'est justement la pire des réponses, des fois, en plus. Moi, je crois qu'il faut pas gaspiller son énergie. C'est toute l'énergie qu'on met dans des relations toxiques, c'est de l'énergie qu'on met pas dans sa santé, dans les relations qui en valent la peine et qui nous font grandir. Donc, mettez votre énergie à vous prendre la tête parfois avec votre conjoint que vous aimez pour essayer de faire grandir le couple et d'y arriver, etc. Mais la mettez pas, le futur n'est pas derrière. Ne la mettez pas avec des gens qui sont fondamentalement de mauvaise foi et qui n'ont jamais demandé pardon de vous avoir fait du mal. Je veux dire, si vous faites un jour du mal à votre enfant sans le faire exprès et qu'il vous dit que vous lui avez fait du mal, la première réaction que vous aurez, c'est de lui dire je ne comprends pas, mais je te demande pardon. Si en face vous avez pas la même chose, c'est pas la peine d'essayer. Vous aurez pas de réciprocité, donc faut juste partir. Bien sûr. Et en termes de, on va dire, action, quand justement une victime veut se détacher de ça, qu'est-ce qu'elle peut faire après justement avoir coupé tous les ponts pour se réparer? Alors, j'en parle beaucoup dans mon livre Se libérer de son moi toxique. De ces étapes-là, il y a évidemment le fait de faire une démarche introspective, le fait d'écrire aussi, par rapport à chaque membre de notre famille, ce qu'on a ressenti, comment on a perçu la relation, les traces que ça a laissées, les séquelles que ça a laissées, parfois les traits de caractère auxquels on s'est identifié de ces personnes-là, se demander si on veut les conserver ou si on veut pas les conserver, et puis accepter que dans les relations qui seront saines pour nous, a priori au début on sera complètement paniqué parce qu'on ne sait pas jouer. Cet instrument-là. On connaît que les relations toxiques, donc quand on vient d'une famille dysfonctionnelle, quand une relation est saine, avoir peur est normal. Il faut pas écouter sa peur. Il faut se dire je suis dans un truc que je ne connais pas et donc mon cerveau est en train de paniquer. Et donc si vous avez un besoin compulsif de retourner vers ce qui vous fait du mal, là normalement votre thérapeute va vous aider, il va vous le faire remarquer. Reconduire, bien sûr. Mais c'est pour ça que dans la vie amoureuse, on se plante plusieurs fois avant d'être au bon endroit, parce que plus vous avez hérité de blessures, de rejets, de trahisons, d'abandon, etc. dans votre famille, plus vous allez avoir inconsciemment besoin d'aller rencontrer un partenaire qui vous remet face à cette blessure pour la régler. Donc plus vous avez de blessures, plus c'est long. Et puis le jour où vous avez suffisamment travaillé sur vous pour ne plus aller vers l'autre à partir des blessures pas réglées, normalement vous construisez une relation saine avec une personne qui vous correspond. Ouais, totalement. Et qu'est-ce que tu penses justement de la technique EMDR? Je sais qu'on en a beaucoup parlé, et puis c'est une technique qui est assez utilisée justement dans tout type d'événements très traumatisants. Oui. Peut-être est-ce que tu pourrais expliquer déjà ce que c'est et puis donner un petit peu ton avis, ton conseil aussi, comment faire cette technique, parce que je sais que c'est assez particulier quand même. Le principe de l'EMDR, c'est de désactiver la charge émotionnelle liée à une situation. Donc il y a un engagement corporel qui se fait dans les séances avec des mouvements des yeux, des tapotements à certains endroits pour réguler le système nerveux, parce que face à un événement traumatique, en fait votre cerveau va sécréter certaines hormones de stress et de combat, et c'est comme une alarme qui est déréglée. Dès qu'un événement vous remet en contact, alors je sais pas, par exemple quelqu'un qui a vécu 20 ans avec un alcoolique, il peut paniquer dès qu'il voit une bouteille de vin ou des gens qui boivent un peu trop. Le fait de pouvoir re-réguler le système nerveux et décorréler en fait une image
ou un souvenir de la charge anxieuse qui va avec, c'est évidemment très réparateur. C'est ce qui fait que, par exemple, une femme qui a été agressée, chaque fois qu'elle voit dans la rue un homme qui a la silhouette et la morphologie ou la coupe de cheveux de son agresseur, elle sursaute, elle panique, elle a de la tachycardie et c'est très invalidant. Donc le MDR, ça va jouer là-dessus, sur la charge émotionnelle. C'est pas une psychothérapie introspective de longue durée, donc ça ne suffira pas. Et c'est pas forcément bien de commencer par ça parce que c'est quand même difficile pour quelqu'un de très traumatisé. Moi, j'aurais pas pu commencer par de l'EMDR. En fait, j'étais beaucoup trop en hypervigilance, beaucoup trop traumatisée. Il fallait d'abord que je sois réenveloppée et contenue par un thérapeute extrêmement bienveillant qui me permette de voir que je pouvais faire l'expérience de parler, d'exister devant quelqu'un sans risquer de me faire hurler dessus ou humilier. Et ensuite, intégrer des séances de MDR dans cette psychothérapie au long cours pour aller travailler des images spécifiques. Oui, ça c'est très intéressant, mais ça c'est pas forcément possible au début et en tout cas ça ne fait pas l'économie d'un travail introspectif sur comment j'ai construit ma relation, mon image des hommes, mon image des femmes, etc., et mon image de la maternité, etc., etc. Ça passe vraiment par une psychothérapie de plus longue durée. Ok. Et concernant, imaginons une agression sexuelle qui est, par exemple, je prends l'exemple de la mienne. Est-ce que le MDR, c'est quelque chose qui peut être adapté justement pour une victime? À quel moment ça peut s'utiliser? Sachant que, imaginons, on prend une personne qui est totalement stable dans sa vie. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être utilisé directement? Oui, en général, le MDR, la bonne indication, c'est quand quelqu'un n'a pas d'antécédent de maladie mentale ou de trauma trop complexe, grave et long. Moi, j'étais dans des traumas complexes, en fait, parce que ça avait été pendant des années des mauvais traitements intrafamiliaux. Quand il y a comme ça un événement qui vient faire effraction dans une vie qui allait bien, des gens qui partent en vacances et puis il y a un détournement d'avion, voilà, là, c'est extrêmement approprié. Quand c'est des traumas complexes, c'est pas suffisant. Oui. Voilà. Mais effectivement, dans le cas d'une agression comme celle que tu as vécue, il y a en général un syndrome de stress post-traumatique, c'est-à-dire que un mois et demi après l'agression, on continue d'avoir des reviviscences traumatiques, de sursauter, d'avoir peur, d'éviter certains endroits, etc. C'est quand même assez handicapant parce qu'on finit par se mettre dans des situations quasiment d'autoconfinement pour ne plus prendre de risques. Et là, c'est quand même très intéressant pour réguler le système nerveux, oui. Ok. Et justement, c'était une des questions concernant les agressions sexuelles. Est-ce que tu peux nous donner quelques conseils pour comment les gens peuvent arriver à s'en sortir? Alors, sur les agressions sexuelles, la notion de conseil, moi, je fais toujours attention avec parce que je trouve que ça fait un petit peu insulte à à l'intimité tellement fragile de la personne concernée. Donc les bons conseils pour l'un seront pas forcément bons pour l'autre, selon votre type de personnalité. Il y a des personnes qui vont avoir besoin d'être seules aussi pour avoir des moments de solitude pour se ressourcer, d'autres qui ont besoin de beaucoup de soutien, beaucoup de personnes autour d'elles. Donc c'est extrêmement variable, mais il y a un conseil qui vaut pour tout le monde, c'est d'accepter que ce soit long. Et souvent, quand on a vécu ces choses-là, on trouve tellement injuste de devoir se soigner et que le bourreau aille bien, qu'on se dit mais pourquoi moi je devrais passer par des mois de thérapie? Mais en fait, on se soigne pas pour le bourreau, on se soigne pour retirer au bourreau le pouvoir de continuer à nous gâcher la vie après le moment de l'agression, et pour que le moment de l'agression s'arrête et qu'on ne vive pas dans une perpétuelle angoisse qui nous confisque notre paix psychique, notre amour de notre corps, notre vie sexuelle, etc., etc. Donc se dire ça va être long, mais la thérapie je la fais pour moi, pour lui retirer son pouvoir, c'est très important. Et puis je crois que la justice a atteint des niveaux de défaillance qui sont tellement ubuesques en France, comme à peu près toutes les fonctions régaliennes, que c'est très important d'en parler, parce que moi, la plupart de mes victimes, malheureusement, elles ne vont même pas porter plainte, parce qu'elles me disent mais Madame Dupont, en fait, on va juste être traumatisé, parce que la plainte va être classée sans suite, parce que on va pas nous croire, parce qu'on va nous suspecter. Donc si en plus on doit faire l'économie de la justice pour se reconstruire, je pense que c'est extrêmement important d'en parler dans l'espace public, et qu'on peut pas dire aux victimes circulez, il y a rien à voir, vous allez régler ça chez le psy. Non. Ça concerne nos filles, ça concerne nos fils. Parce que on parle évidemment de la situation la
plus commune statistiquement, un agresseur homme sur une victime femme, mais il y a aussi des hommes qui se font agresser. Et ça, je pense que voilà, ton initiative est vraiment extrêmement réparatrice et salutaire pour le psychisme collectif. Bien sûr, il faut en parler, il faut pas avoir honte. Et Gisèle Pellicot est en train de le faire. Elle dit la honte doit changer de camp. C'est quand même pas aux victimes de fermer leur gueule pour laisser à tout le monde la possibilité de dormir tranquillement avec sa bonne conscience. Totalement. D'ailleurs, justement, je vais rebondir à ça, la troisième partie, ta vision, en tout cas en tant que professionnelle psychologue et en tant que femme aussi, qu'est-ce que tu retrouves comme défaillance dans la justice et comme mauvais, on va dire, accompagnement aussi des victimes? Parce qu'en tout cas, pour moi, je trouve qu'il y a un très très mauvais accompagnement. Ah non, mais là, moi, je compte plus du tout sur l'État, en fait, au point où on en est rendu en France. C'est-à-dire que l'état de l'école, de l'hôpital et de la justice sont tellement catastrophiques. Moi, quand je récupère des patientes à la petite cuillère parce que pendant la confrontation, on les a même pas prévenues qu'en fait, le jour où elles y allaient, elles allaient être confrontées à l'agresseur, etc. Que faute d'effectifs ou de matériel suffisant, la porte était pas fermée pour recueillir la plainte dans le commissariat. Enfin, je veux dire, on arrive à des niveaux qui sont tellement déshumanisants dans notre société que je veux dire, c'est comme les crèches ou les EHPAD. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on fait de l'humain? On en est là, quoi, dans tous les domaines où il y a de la vulnérabilité. Donc, je pense que il y a des progrès dans les commissariats, parce qu'il commence à y avoir quand même des psychologues, des femmes policières qui sont bien outillées quand même pour recueillir la plainte dans un certain nombre de commissariats. En revanche, à l'étape d'après, au niveau de la justice, le délai de traitement des dossiers n'a aucun sens. Quand on repère un individu dangereux que le juge ou qui est passé à l'acte et que le juge dit il est jeune, donc on va encore lui laisser une chance, et qu'on attend qu'il ait violé 15 personnes pour faire quelque chose, et que de toute façon il n'y a pas de place dans les prisons, donc on va en relâcher un autre pour en mettre un en prison. Bon, enfin, je veux dire, il y a tellement à faire que là, ça pourrait faire l'objet d'un podcast entier. Ouais. Donc, je pense que là, il faut que la société civile fasse ce que tu fais, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit des initiatives qui viennent de la société civile, que nos filles apprennent le self-défense. Ça, je crois que malheureusement, on va pas pouvoir en faire l'économie. Il faut arrêter de vivre au pays des bisounours. Moi, j'habite à Paris depuis 42 ans. Je ne fais plus aujourd'hui des choses que je faisais quand j'avais 20 ans. Parce que le niveau d'insécurité dans la capitale a tellement flambé que je veux dire, on n'a pas l'impression qu'il y ait une intention de l'État de protéger les honnêtes gens, de contrôler la population. Oui, mais ça contrôlera les honnêtes gens, ça contrôlera pas les délinquants sexuels. Ouais, c'est clair, net. Je suis totalement alignée là-dessus. Il y a beaucoup de choses à faire et malheureusement, oui. Enfin, les victimes, comme les agresseurs, sont hyper mal accompagnés. Enfin, il y a énormément de problèmes. Limite, c'est les agresseurs qui sont aujourd'hui les victimes. On est dans une société qui a inversé les valeurs. Donc, c'est toujours la victime qui dérange et c'est toujours l'agresseur qui est protégé. Donc, les criminels sexuels, ils sont dans des quartiers spéciaux en prison pour pas risquer de se faire agresser sexuellement. Et la victime, elle rentre chez elle et elle fait un emprunt à la banque pour se payer une psychothérapie parce qu'il y a plus de place dans les services de psychiatrie. Et que donc, elle va voir une fois le psychologue au CMP qui va lui dire, je vous revois dans 6 mois, prenez des antidépresseurs avec le psychiatre parce que j'ai pas le temps de vous suivre. Bon, voilà. Donc, du coup, on met sous molécule des gens qui ont besoin d'être entendus. Totalement. Et ça, c'est très français. On donne des médicaments parce qu'on veut pas se donner les moyens d'écouter les gens et de passer du temps avec eux. Et il y a que en donnant du temps à la personne en détresse qu'on lui permet de sortir de sa détresse. On n'a jamais soigné personne en la renvoyant chez elle avec des médicaments. Non, et je pense que ça peut être une béquille, en tout cas, enfin, c'est mon avis personnel, ça peut être une béquille et une aide si une personne en a vraiment totalement besoin et qu'elle est, en tout cas... Mais évidemment, mais comme tu dis, c'est une béquille. Mais c'est une béquille, en fait, c'est pas quelque chose de temporaire. Ça ne soigne pas. Et puis on sait aujourd'hui que les benzodiazépines et un certain nombre de psychotropes retardent le passage de l'événement traumatique dans la mémoire autobiographique, c'est-à-dire que pour que la personne traumatisée puisse sortir du trauma, il faut que l'événement effractant ait pu s'insérer dans le récit et dans la continuité de sa vie, sinon il reste le trauma qui arrête sa vie. Et au niveau neurologique, le passage de l'événement traumatique dans ce qu'on appelle la mémoire autobiographique est plutôt ralenti par la prise de médicaments. Et donc c'est vraiment la parole et l'écoute et la possibilité de pleurer et la possibilité de pleurer et de se réacclimater à la vie normale de manière progressive, c'est-à-dire ok, là cette semaine je vais accepter d'aller à une soirée, mais voilà, en étant accompagnée par une deuxième personne dans un taxi, etc., et en faisant les choses de manière très progressive, qu'on y arrive. Donc évidemment que quand il y a 6 mois de délai
en psychiatrie, que la personne n'a peut-être pas les moyens de se payer un psy privé qui lui-même est complètement débordé, etc., etc. La victime, elle est une deuxième fois abandonnée à elle-même en fait. Bien sûr, mais c'est ce que je dis justement. La victime est victime de son agresseur, également victime. Mais elle est victime du système. C'est horrible. Enfin, et le bien problème, sûr, c'est qu'aujourd'hui, tant qu'on fera pas bouger les choses. Et la quantité d'agresseurs est une conséquence du système. Totalement. Justement, tu prends pas mal la parole sur les médias. Il y a eu aussi beaucoup, on va dire, de personnes qui sont opposées à toi sur ce que tu disais. Toi, qu'est-ce que tu penses du concept féministe aujourd'hui ? Mais le féminisme, c'est un peu un mot valise pour moi parce que entre les suffragettes et Alice Coffin, il y a quand même pas mal de nuances. Et je pense que le féminisme, finalement, comme la droite et comme la gauche, est en train d'opérer un volte-face avec lui-même, c'est-à-dire qu'on a vu un peu la droite française ne plus défendre une valeur fondamentale qui est la liberté, on a vu la gauche ne plus défendre finalement des problèmes sociaux majeurs et préférer des problématiques sociétales. Et je trouve que parfois le féminisme, pour certaines féministes, mais encore une fois ça recouvre une réalité, enfin entre les essentialistes, il y a beaucoup de courants dans le féminisme. Un certain nombre de féministes aujourd'hui sont en train de tomber dans un écueil qu'il va falloir qu'on dépasse sur le plan du psychisme collectif, qui est de confondre le fait de défendre les femmes et celui de se venger des hommes. Mais dans ce cas-là, on fait un mouvement à 180 degrés, donc on revient à la même situation inversée, c'est-à-dire qu'on va taper sur les hommes pour se venger du patriarcat. Ça n'a aucun intérêt. Le but, c'est de se sortir de cette guerre et de remettre les hommes en position de responsabilité pour retrouver une complémentarité. Et donc, je pense qu'on s'est fourvoyé avec la notion d'égalité, parce qu'en fait, les femmes ne peuvent qu'être perdantes avec la notion d'égalité. Parce que si on est égaux, donc les hommes ne nous protègent plus, les hommes ne font plus attention à nous. Et en plus d'avoir la charge de la grossesse, de la maternité quand on veut un enfant, on doit en plus être économiquement performante à ce moment-là. Ce qui est une aberration. Quand on sait ce qu'est l'homme, quand on sait ce qu'est un bébé, quand on sait ce qu'est une femme qui vient d'accoucher et ses besoins physiologiques de repos, etc., etc. Donc je pense que il faut sortir de l'idée d'égalité qu'on n'aura jamais, parce qu'encore une fois, faire un bébé pour un homme c'est 9 secondes ou 9 minutes et pour une femme c'est 9 mois. Donc de toute façon l'égalité n'est pas là. C'est la complémentarité. Et finalement, ce qui nous joue des tours, c'est pas que les hommes... Moi, j'aime pas ce clivage où on dit, en gros, les méchants, c'est les garçons, les gentils, c'est les filles, un homme, c'est un prédateur en puissance, et les femmes sont forcément des victimes en puissance. Non. Que le patriarcat soit confondu avec l'idéologie néolibérale hyper individualiste de la société de consommation, je pense que c'est une erreur. Et je pense qu'il y a une complémentarité à retrouver, que moi j'ai été victime d'une femme perverse qui avait mis des hommes sous emprise, donc je suis malheureusement bien placée pour savoir que quand une femme veut être perverse, elle n'utilise pas forcément l'arme du viol, mais elle peut être tout aussi dangereuse qu'un homme, et elle peut pousser au suicide, et qu'à contrario, le problème c'est pas que les hommes sont tous des prédateurs potentiels, le problème c'est que la majorité des hommes qui ne seront jamais des agresseurs, aujourd'hui ne se sentent pas responsables et sont lâches. Et donc c'est beaucoup plus de demander aux hommes de sortir du déni, de sortir de la lâcheté, d'être à nouveau des protecteurs, de venir, que ce soit normal que quand on donne rendez-vous à sa petite amie, on s'assure où qu'elle se rend de manière sécurisée au rendez-vous, où on passe la chercher. Ça doit être la norme. Bien sûr. Voilà. Donc c'est plutôt dans ce sens-là, dans le sens de l'éducation, de la demande, de l'exigence. Voilà, moi j'exigerais de mes fils qu'ils soient des gentlemen, plutôt que dans le sens de l'accusation qui finalement condamne tout le monde. Oui, au final ça divise en plus, enfin, c'est ça le pire. Ça divise et ça oblige les femmes à être dans une posture de toute puissance qui, à partir du moment où elles deviennent des mères, est impossible. On ne peut pas assurer économiquement, assurer l'éducation des enfants, la maternité, l'accouchement, les suites de l'accouchement et l'éducation d'un enfant quand même dans les premières semaines, pardon, mais la mère est un peu plus impliquée physiquement qu'un papa, même très présent. Et en plus rester féminine. Donc moi, je pense qu'il faut plutôt permettre aux femmes d'être féminines, de garder de l'énergie de femme, de garder de la douceur, en demandant aux hommes de retrouver leur énergie masculine, parce qu'on est en train d'avoir des femmes de plus en plus masculines et du coup des hommes de plus en plus féminins, au sens où ils ne se sentent pas
tenue dans une rame de métro, de se lever et d'aller protéger la nana, alors qu'ils savent très bien, s'ils lèvent le nez du portable, qu'elle est en train de commencer à se faire enquiquiner. Ça, pour moi, c'est révoltant. Ouais, au final, limite, je pense que ce féminisme... Mais là, l'État a sa responsabilité, hein, parce que le mec qui va mettre une baffe pour défendre une fille, il se retrouve au commissariat, donc ça n'aide pas non plus les honnêtes gens à prendre la défense des personnes vulnérables. Du coup, selon toi, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui? Quels sont les principaux défis que les femmes rencontrent dans notre société? Je pense que un défi très important aujourd'hui, c'est que en fait les femmes n'ont peut-être pas repéré sur le plan des idées que le féminisme s'est inscrit historiquement dans aussi la société de consommation, l'individualisme, la performance, et que finalement pour certaines femmes, tout ce mouvement qui dans les années 90 leur disait non mais faites carrière dans des entreprises, la maternité c'est un esclavage, ça les a mis dans une posture impossible et certaines d'entre elles viennent me voir en me disant j'ai le sentiment de m'être fait complètement avoir. Donc je pense que le véritable enjeu, encore une fois, du féminisme, c'est de ne pas tomber dans une forme d'individualisme où la maternité serait vue forcément comme l'enterrement de la féminité, la fin de la liberté, etc., etc. Mais de permettre aux femmes de faire un véritable choix. Et aujourd'hui, notre société est très hypocrite parce qu'elle ne permet pas aux femmes de faire un véritable choix. Ça n'est pas vrai. Si on permettait vraiment aux femmes de faire un choix, on ne jugerait pas, on n'aurait pas d'a priori sur une mère qui dit bah moi j'ai envie de moins bosser pour être avec mon bébé et puis je retravaillerai peut-être plus tard. On dirait pas bah t'es mère au foyer donc en gros t'es esclave du patriarcat et on mettrait pas les femmes qui sont obligées ou qui souhaitent à la fois travailler et avoir des enfants dans une situation de burn-out quasi obligatoire. Parce que la vérité, enfin moi j'ai 3 enfants et je travaille, la vérité aujourd'hui, c'est qu'une mère qui bosse et qui doit faire garder ses enfants, elle est en galère et c'est pas de la faute du papa. Il n'y a pas de structure d'accueil. Il n'y a pas de structure d'accueil. Donc moi, j'attends que les grandes entreprises qui ont de l'argent, elles aient systématiquement une crèche. Et tu viens au boulot avec ton bébé, tu vas le voir sur ta pause déjeuner et tout le monde est content. Il y a plein de choses à faire en réalité, mais les modalités d'accueil du jeune enfant en France sont absolument désastreuses. Donc il y a des mères qui voulaient travailler ou qui avaient besoin de travailler économiquement, qui vont renoncer parce qu'elles n'ont pas envie que leur enfant soit maltraité en crèche parce qu'il y a un adulte pour 8 gamins. Voilà. Et à contrario, on va sous-entendre à une femme qui a très envie de s'occuper de ses enfants et peut-être de reprendre plus tard ou de se reconvertir et qui a la chance de pouvoir le faire économiquement ou qui simplement se dit avec son mari, bah on va faire des sacrifices financiers, mais oui, je vais arrêter de bosser parce qu'au fond, je suis plus alignée avec ce truc-là. On sous-entend qu'elle a raté quelque chose. Et moi, je crois que le piège aujourd'hui dans lequel tombe un certain nombre de féministes, c'est qu'elles ont opposé la féminité et la maternité. Ouais. Mais en réalité, il n'y a pas besoin d'être mère pour être une femme accomplie, d'accord, mais il y a besoin d'être une femme pour être une mère. Et la maternité, c'est pas la fin du féminin, c'est aussi une forme d'apothéose pour certaines femmes. Moi, je suis désolée, mais ma maternité a été une révélation. Je pensais que il fallait pas que j'ai d'enfants pour pas être une mauvaise mère, et puis j'ai fini par me laisser convaincre que je serais capable d'être une bonne mère. Et l'arrivée de mes fils a été quelque chose de tellement puissant qui a réveillé en moi justement la femme. Et qui m'a permis d'assumer avec beaucoup plus de confiance en moi, certaines parties de ma féminité et d'affronter le regard des autres et de me libérer de ce que les autres pensaient. Donc je crois qu'il est temps de mettre fin au clivage, de ne plus mettre les femmes en conflit avec elles-mêmes entre leur désir de maternité et leur féminité et de dire bah c'est ok qu'on soit momentanément dépendante financièrement d'un homme pour pouvoir bien s'occuper du bébé. Ça n'a rien de choquant. Mais en face, on attend des hommes qu'ils soient honorables. Bien sûr. Parce qu'il y a un travail physique qu'ils ne peuvent pas fournir pour la société. Et donc, ce qu'ils peuvent faire, c'est apporter de la sécurité émotionnelle et matérielle à la mère pour qu'elle soit en capacité de faire son travail de mère. C'est l'inclusion réciproque dont parle Winnicott. Il faut que le père sécurise la mère pour que la mère sécurise l'enfant. Et en fait, si on veut être au four et au moulin et 3 semaines après avoir accouché, faire du 36, prendre le métro et aller en réunion, évidemment qu'on fait quelque chose qui est physiologiquement désastreux parce que notre corps n'est pas remis.
Et donc il faut se laisser du temps. Il y a un temps pour tout. Vous aurez un temps pour avoir une promotion, il y aura un temps pour faire du 36, mais voilà, il faut se laisser du temps. Et comme la société veut une égalité qui n'a aucun sens et qui est abstraite, elle précipite aussi les femmes dans la culpabilité et le burn-out, parfois en croyant bien faire. Ouais, et la société aussi, elle est très, comment dire, tout va très très vite tout le temps, et du coup en fait on n'arrive pas à, les personnes ne se comprennent pas qu'il faut maintenant se poser un petit peu, justement accepter les choses. J'ai l'impression, enfin profiter en fait justement de cette maternité par exemple, ou profiter juste de, par exemple quand de sa grossesse. Moi, quand je vois des avocates qui s'arrêtent de bosser 3 jours avant l'accouchement parce qu'elles sont profession libérale et qu'elles, voilà, c'est désastreux. Le bébé ne fera pas ses nuits, le bébé sera nerveux. Plus on s'arrête tôt de travailler dans la grossesse, plus le bébé est calme. Enfin, moi, j'en ai vraiment fait l'expérience avec mon premier enfant. Et à contrario, pour les jumeaux, j'ai été obligée de très peu m'arrêter, et en plus ils étaient 2. Et évidemment que tant pour la mère que pour l'enfant, c'est pas du tout pareil. Ouais. Peut-être on va arriver à la fin justement de notre échange. Quelle est la figure féminine qui t'inspire le plus? Alors sur le plan privé, c'est ma grand-mère paternelle qui est une femme. Elle est morte en 2002, mais elle est toujours là. Et puis la figure d'Hildegarde de Bingen, qui était la première naturopathe et une grande mystique du Moyen Âge. Ok, super. Je vous invite une grande guérisseuse à découvrir. Enfin, c'est cette femme en tout cas, parce que bon, du coup, tout le monde connaît pas Hildegarde de Bingen. Ouais, exactement. Également, j'aimerais, en fait, à chaque fois que j'interviewe justement des femmes dans mon podcast, je leur demande d'ajouter un petit mot ou une petite phrase que j'intègre à la fin de mon livre, justement pour donner un peu un message de puissance et de confiance à toutes les personnes qui liront mon livre. Quel serait le tien? Vous n'êtes pas ce qu'on vous a fait. Ok. Je pense que c'est une phrase qu'on doit se répéter comme un mantra quand on a subi un viol. Je ne suis pas ce qu'on m'a fait. Okay. Voilà, pour remettre les choses à leur place. Magnifique. Et peut-être pour terminer, tes prochains projets à venir, si tu veux. Eh bien, cette collection qu'on va lancer avec Albin Michel. Ok. Et dans cette collection, je lance des livres là, avec des auteurs, et puis moi je vais prendre en charge un des livres qui sera a priori sur l'emprise amoureuse cette fois, et non pas sur l'emprise familiale. Ok, super. Et la date de sortie est prévue pour... Elle n'est pas encore très précise, ce sera 2025, mais je ne sais pas quand en 2025. Ok, super. Écoute, merci beaucoup Marie-Estelle. Merci Claire.